il a tout de suite eu envie de descendre des itinéraires, des faces que les alpinistes essayaient de gravir et qui étaient déjà très difficiles. Donc il arrive dans une histoire de la pente raide qui est déjà bien entamée et il va encore repousser les limites en réussissant à descendre des faces d'envergure comme le Nant Blanc à l'Aiguille Verte, le grand couloir que vous pouvez apercevoir d'ici à Chamonix. Voilà, c'est quelqu'un qui a un peu bouleversé les codes de la montagne et à une époque où les exploits se jouaient à la descente. Voilà en gros Marco Siffredi qui il était. Alors ce terrain de jeu des Alpes, peu à peu il va vite en faire le tour, il va aller en Himalaya et puis pour descendre ces grands 8000, il sera le premier donc à descendre sur une planche l'Everest en intégrale du haut jusqu'en bas et il va trouver la mort, il va disparaître dans une deuxième tentative parce que ce qui le faisait rêver c'était la face nord de l'Everest, le célèbre couloir en mile et c'est à cet endroit qu'il va disparaître à 23 ans. Voilà. Donc une courte existence mais très dense. C'est un résumé, mais on va creuser un petit peu tout ça en commençant par une première lecture qui nous amène au début, la jeunesse et le démarrage de l'activité de Marco. Au-dessus de la maison des Siffredi se dresse le Mont Blanc et surtout la face nord de l'Aiguille du Midi. Comme bien des enfants de Chamonix, ceux de Philippe et Michel vont grandir devant un décor dont la pureté, la beauté et la grandeur ne laissent pas insensibles. Des fenêtres de la maison, Pierre puis son petit frère Marco ont longuement observé ce grand linceul, tantôt bleu, blanc ou grisâtre au gré des saisons. Un peu comme les gamins de la Trinité-sur-Mer ou de la Baule qui regardent le grand large, les yeux avides de conquête. C'est toujours un lieu spectaculaire de l'alpinisme, ce versant qui domine la vallée de Chamonix avec ses voies célèbres, ses glaciers suspendus et ses étraves de roches qui s'élèvent sur 1400 mètres. Une face dessinée par des arêtes de neige qui le disputent aux barres de sérac et aux éperons rocheux. Le téléphérique qui a accaparé l'esprit de Pépé Ernest remonte maintenant ce gigantesque pan de montagne pour atteindre le sommet de l'Aiguille du Midi. Grâce à lui, désormais, les touristes émerveillés touchent du doigt l'univers des alpinistes en surplombant cette face nord et ces conquérants de l'inutile qui s'escriment sous leurs pieds, sous leurs yeux. Pour les skieurs, cette remontée mécanique qui permet d'atteindre la côte 3842 mètres en moins de 30 minutes ouvre les portes de la Vallée Blanche. La grande histoire de la glisse sans limite commence là. C'est dans cette pente dont le sommet est accessible en benne qu'à la fin des années 70, l'expression ski extrême prendra toute sa signification. Elle a de l'allure, cette face nord de l'Aiguille du Midi. Dans les rêves les plus audacieux, on peut y déceler un itinéraire, imaginer un passage, et même plusieurs. Des alpinistes célèbres l'ont déjà défloré, tournier sur un éperon, frein d'eau sur l'autre. Et plus près des caves du téléphérique, Mallory. En bonne condition, tout est blanc sur 3/4 de la face, même si en bas les goulottes se perdent dans les éperons rocheux. Tout ce qui est blanc se descend. C'est la devise du ski extrême, une pratique comparable à l'escalade en solitaire. Dans l'une et l'autre, l'erreur n'est pas permise. Le ski sur les pentes, au-delà de 45e degré, va donner de nouveaux horizons à l'alpinisme de papa qui a déjà résolu une grande partie du mystère des Alpes. Voici venu le temps des enchaînements à la montée et des nouvelles sensations à la descente. Une véritable frénésie, loin de la montagne poétique chantée par Rebuffa. Antoine, quand Marco commence à faire son activité en pente raide, dans le massif, presque tout a déjà été fait en réalité. Alors, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? C'est justement son grand génie, quand on croit que tout a été fait, il apporte un vent de fraîcheur et il va encore un peu plus loin. Alors c'est vrai que le grand exploit c'est le Nant Blanc. Le Nant Blanc avait été skié par Boivin bien avant, une dizaine d'années avant. Boivin avait beaucoup dérapé dans ce Nant Blanc. Lui, Marco, il vient avec une planche de surf, donc il est le premier à le faire. Je dirais que c'est la descente peut-être la plus esthétique. Ce qui va apporter, c'est cette espèce de frénésie quand d'autres descendent une face nord de l'Aiguille du Midi. Lui, il peut enchaîner une face nord de l'Aiguille du Midi dans la journée avec 2 glaciers ronds, plus un grand envers. On est dans ces années 90-2000 où c'est vrai que Chamonix devient un peu un terrain de jeu
de frénésie, un peu de consommation, de jouissance. Et ce qui m'intéressait à travers Marco, c'est qu'il était très emblématique de ce tournant des années 90 à Chamonix. Alors ce qu'il va apporter aussi, c'est qu'il va aller aux limites du possible. C'est-à-dire ce qui est dans une pente de quasiment 60 degrés, c'est là où la neige, enfin, physiquement, la limite où la neige peut tenir. Hein. On l'a vu au Mont Blanc, ou dans notre face. Les gens anticipent peut-être sur la nature. Il y a peut-être avant d'attaquer la deuxième tour, il y a quand même un phénomène qui est vraiment particulier avec Marco, c'est presque la désinvolture avec laquelle il attaque les faces. Oui, on a l'impression que c'est facile. On voit un gamin de Chamonix qui plonge jusqu'à le bord dans la vallée et puis qui va en apparence de manière assez insouciante. Bon, vous savez, par rapport à l'image un peu austère qu'on a des alpinistes avec des codes, lui, c'est vrai qu'il a une image un peu urbaine, il est emblématique de sa génération, un peu fun, voilà. C'est vrai que ça ne plaît pas. Et moi, je comparais à des gens comme de maison, voilà, qui arrivaient un petit peu, qui n'avaient pas vraiment de chapelle, hein, les règles, ils sont... Ça choquait un peu quand même. Oui, forcément, il se faisait un peu injurier par les pisteurs, parce que il allait où les pisteurs n'étaient pas sûrs que ça tienne. Bon. Mais en même temps, c'est quelqu'un, au-delà des apparences, qui avait quand même une grande culture de montagnard. Il était fils de guide. Il ne s'est pas lancé du jour au lendemain au Mont Blanc, mais j'ai vu un peu son évolution. Je l'ai vu aller au Chardonnay, je l'ai vu Mallory, la face nord du Mont Blanc du Tacul, enfin voilà, Gervais-Uti. Il y a eu une progression, c'était au-delà de l'image qu'il renvoyait, c'était quand même quelqu'un qui savait où mettre les pieds. Quoi. Voilà. Donc on part pour une autre aventure. Jusque-là, le jeune Siffredi ne semblait pas avoir pris conscience qu'il vivait dans une vallée de légende. À 16 ans, il découvre le mythe. Philippe Fortet raconte, Siffredi écoute. Frison Roche, Terray, Lachenal, Armand Charlet. Des noms qu'il connaît, des noms de rues, de sommets, de lycées, hélas. Ils ne l'ont pas fait ouvrir un dictionnaire, mais y figure-t-il. Fortet fait entrer son ami dans l'intimité de ses héros, ces conquérants d'inutiles dont parle Terray. Mais aujourd'hui, que reste-t-il à conquérir? Tous les grands itinéraires ont été escaladés, les records les plus fous établis, enchaînement de parois, descente extrême, jonction par les airs entre les voies. Bientôt ce sera sur un pied sans les mains et sans filet. En attendant pour la génération des Fortet et Siffredi, un défi demeure. Apprivoiser la pente avec ce nouvel outil, le surf des neiges, récemment apparu dans la panoplie des fanatiques de glisse. Depuis le milieu des années 90, les surfeurs ont fait irruption dans le village des skieurs. Après le ski, le surf devient extrême. Bruno Gouvy, un Aixois tombé amoureux de Chamonix à l'âge de 13 ans, a popularisé par ses exploits cette nouvelle discipline. Outre ses descentes audacieuses dans le massif du Mont Blanc, il fut l'un des premiers à surfer à très haute altitude, au Choyou, puis à l'Everest où il chaussera sa planche à 8400 mètres. Bruno Gouvy a ouvert de nouvelles perspectives aux surfeurs qui maîtrisent l'alpinisme. On peut désormais descendre des pentes plus raides, avec davantage de pression sur l'écart, les deux pieds à la même hauteur. Dans les couloirs les plus inclinés, le snowboard s'avère plus sûr que la traditionnelle paire de skis. Il résout le problème du déséquilibre auquel le skieur est confronté à la fin de chaque virage, quand il doit effectuer une violente reprise de quart au moment où la pente force les pieds à s'écarter. En toute neige, particulièrement lorsqu'elle est croûtée, le surf est un prodige de maniabilité. Du coup, le nouvel engin rend plus accessible la frontière du 60e degré, l'ultime barrière de la pente raide. C'est cette ère moderne de la montagne qui marque les esprits de la génération de Philippe, Bertrand et Marco. L'intrusion du snowboard en haute montagne coïncide avec la levée de certains tabous. En effet, la connaissance de la neige a progressé. On se rend compte qu'une couche vierge des pentes de plus de 40 degrés n'est pas aussi diabolique qu'on le croyait. Il est possible de se lancer dans la poudreuse en hiver dans des pentes raides, régulièrement purgées par un écoulement naturel, sans grand risque d'avalanche. Là où des pionniers comme Anselme Beau se croyaient obligés d'attendre l'été pour tenter une descente sur une neige dure, les nouvelles générations savent qu'elles augmentent leur marge de sécurité en jouant avec l'épaisseur du manteau neigeux. Grâce à la neige molle, on peut accéder à des pentes plus raides. Certains estiment même que pour peu que l'on évolue en surf, avec les deux mains armées de piolets, on peut gagner encore quelques degrés de pente.
Un jour, Bertrand fait découvrir à Marco l'autobiographie de Jean-Marc Boivin, L'abominable homme des glaces. Une révélation pour le garçon, qui n'est pourtant pas fanatique de lecture. Subjugué par ce touche-à-tout de l'alpinisme et de l'aventure, Marco emprunte le livre à la bibliothèque de l'École nationale de ski et d'alpinisme et le fait photocopier. L'aventurier exprime sa philosophie de la montagne sous forme d'aphorismes, qui, bien davantage que les conseils de prudence des jeunes guides, le séduisent. Si tu ne risques rien, où est l'intérêt? Affichant détaché sa conscience du danger, à trop jouer à la roulette russe, on finit par trouver la balle. Jean-Marc Boivin défiait le vide. Dévaler des pentes impossibles ne lui suffisait pas, il voulait maîtriser les airs dans le but unique de s'approcher de plus près de ses propres limites. Grâce au vol libre, il trouve le moyen d'aller plus vite dans ses enchaînements alpins, comme lorsqu'il gravit 4 faces nord dans la foulée, linceul, droite, courte et verte, en 18 heures. Il devient le montagnard emblématique, abonné aux pages glacées de match et aux séquences frissons de la télévision. Il ouvre le monde convenu de la montagne à la curiosité du grand public. Marco est ébloui par cet aventurier qui répète son horreur d'une existence banale. À ses yeux, il incarne le héros, le maître, le master, dit Marco, cédant aux délices de l'anglicisme à l'instar de bien des adolescents. Il collectionne tout ce qu'il concerne, livres, coupures de presse, photos. Peu à peu, il copie son look, s'inspire de son histoire, porte un bandana rouge et se fait appeler JMB. Jean-Marc Boivin représente. Alors, ce qui est drôle, c'est que le journaliste qui avait aidé Jean-Marc Boivin à écrire son autobiographie, c'est Jean-Marc Porte, qui a fait cette fameuse photo de Marco au sommet de l'Everest en 2001 quand il part pour sa première descente. C'est marrant, les raccourcis de l'histoire. Alors, Jean-Marc Boivin, bon, peut-être en dire 2 mots quand même, parce que c'est pareil, tout le monde ne connaît pas forcément par cœur la vie de Jean-Marc Boivin. Lui-même, ça a été un précurseur et puis un peu un provocateur aussi dans son livre. Oui, mais c'est comme ça vient d'être dit, c'est quelqu'un qui a ouvert la montagne à un autre public, un peu ce que Marco a voulu faire aussi. Oui, c'est des gens d'avant-garde. Boivin, il a amené la 3e dimension, le parapente, le base jump, la pente raide, c'était des touche-à-tout, plus seulement des grimpeurs. Et c'est ça aussi qui a régénéré un peu l'histoire de la montagne et de Chamonix. Donc forcément, ça fait rêver une nouvelle génération. Un gamin comme Marco, il a grandi avec l'icône de Boivin. Et lui, il arrive aussi à une époque où il y a ces nouveaux engins dont on a parlé, le snowboard. Alors des fois, je dis surf des neiges, bon, c'est que les puristes me le reprocheront peut-être un peu, mais il fallait trouver des synonymes, c'est pas toujours évident. Et il faut savoir, le snowboard, dans ces années-là, c'est un sport qui devient olympique, ça a explosé. Karine Ruby, voilà. Et donc avec cet engin, il parle à de nouvelles générations, il donne envie aux jeunes de son âge. Et au-delà de ce qu'il fait, il y a aussi une identification, il a un look, il a ce parler, hein, donc il parlait très, très jeune, des fois un peu langage SNS. Il véhicule plein de messages qui parlent aux jeunes, un peu comme Boivin à son époque. Et alors voilà, son héros c'est Boivin, il s'identifie, il met le petit bandana comme lui. Et puis d'ailleurs, c'est pas un hasard, ces objectifs qui se fixent sont souvent liés à ce qu'a fait Boivin, le Nant Blanc. Hein, il veut mettre un peu ses pas dans les traces de Boivin. Boivin, c'était les années tournant 80-90, Siffredi, peut-être avec un spectre d'activité plus réduit, mais bon, on ne peut pas en juger, puisqu'il a vécu qu'une vingtaine d'années, tandis que Boivin a vécu 40 ans. Le double, même si c'est pas beaucoup. Mais voilà, Siffredi était un peu dans cette veine-là. Et Boivin, forcément c'est les années 80, la rivalité ou pseudo-rivalité avec Escoffier et Christophe Profit, et ça incarne vraiment une époque, c'est l'époque des années 80 où il y a une espèce de révolution. Ouais, c'était l'époque du no limit, hein, des fois un peu bling bling, hein, les hélicoptères dans le ciel, Paris Match à l'affût. Franchement, on déclenchait le chronomètre pour enchaîner les faces nord. C'était la montagne devenait un peu terrain de sport. Hein. Là aussi, une limite, peut-être un écueil sur lequel on est un peu revenu après. Marco, lui, c'est plutôt le terrain de jeu. Lui, il prend l'aiguille du Midi comme un manège. Voilà, hein, c'est un peu ça. Et il y a la notion de jeu, de jouissance.
Alors il y avait un style, c'est vrai qu'on parle beaucoup des pentes, mais il y avait une façon, une fluidité dans la pente qui était assez impressionnante, une rapidité. Quand vous voyez descendre une pente, qu'elle soit raide ou pas, c'était impressionnant de facilité. C'était beau à voir aussi. Il y a tout, il y a le style, il y a l'audace, il y a l'alpinisme, il y a... Voilà, c'est tout d'un coup, c'est vrai que la montagne devient presque, moins austère, presque un plaisir, mais sachant que tout le monde n'était pas capable de faire ce qu'il faisait. Et l'effroi de la pente était un peu tempéré par ce côté un peu ludique qu'il mettait dans ce qu'il faisait. C'est dommage que Bertrand n'a certainement pas pu arriver, il va peut-être arriver tout à l'heure, mais Bertrand de la Pierre, qui a fait les images, était un compagnon de Marco. Il continue toujours à faire des images dans des conditions parfois difficiles. Il était la semaine dernière en face nord des Drues avec Ulichtek. Et lui, alors, il parle bien aussi de cette... Et il continue ce que Bertrand, c'est assez difficile de lui faire dire que soit c'est difficile, soit c'est compliqué, soit tout est toujours assez simple. Et il y a ça peut être aussi une pudeur d'exprimer toujours une apparence de facilité comme ça, parce que... c'est vrai que Bertrand, c'était simple pour lui, mais en même temps, lui était avec lui dans beaucoup de pentes, jusqu'à un certain... Il ne l'a pas suivi partout. Oui, c'est vrai que Bertrand, ça paraît simple, parce que... mais bon, encore une fois, Bertrand, c'est quelqu'un d'assez structuré, qui est ingénieur. Même la technique lui paraît simple, et ce qui lui paraît compliqué lui paraît simple. Donc je pense pas que ce soit un bon référentiel. S'il vient, il nous en parlera un petit peu. On repart pour un nouvel épisode avec Marco. Fin du printemps 1997. 2 premières, 2 ans à peine après avoir touché son premier surf. 1 an d'apprentissage, principalement au Brévent, et un hiver pour faire connaissance avec la haute montagne. En 2 mois, il passe du 40 degrés à 50 degrés, puis du 50 degrés à 60 degrés. Non contente d'évaler des pentes raides, il y ajoute la vitesse, la fluidité, le style. Le glacier rond est devenu sa descente, son circuit d'entraînement. Après chaque chute de neige, c'est la course pour être le premier au départ. À la sortie de la benne, Marco escamote l'arête de l'aiguille du Midi, se jette dans le couloir des poubelles, longe le pied de sa face sud et déboule en pole position au col du Midi. Qu'il se fasse damer le pion dans la conquête de la première trace, ça le fout en rung pour la journée. Ici, il surfe à domicile et à vitesse grand V. Le domaine de son grand-père est devenu son jardin. Un départ à près de 50 degrés avec Chamonix sous la planche et le Mont Blanc au-dessus. Une pente idéale exposée tantôt au nord, tantôt au ouest, et 2400 mètres de dénivelé jusqu'à la plateforme du tunnel du Mont Blanc. Marco attaque le grand rideau blanc par quelques virages, méfiant car parfois la glace affleure. Puis il engage une courbe à gauche, et c'est le ressaut qui mène à l'entrée du second couloir immense et rectiligne. Il accélère. Au bout de cette ligne droite, c'est la chicane du glacier des Bossons, où sitôt la rime est franchie, il négocie sans perdre trop de vitesse, une grande traversée à flanc. Il plonge sur la gare désaffectée du téléphérique des glaciers, à fond, à fond, à fond. Un final de toute beauté dans les vallons raides qui rejoignent la vallée. Son grand-père lui disait que jadis, la piste qui fut tracée là pour les compétitions internationales empêchait les coureurs de dormir. Sur cette piste oubliée, Marco se fait griffer par les varros et les branches de sapin. Il file à toute allure dans la forêt. Il n'attend pas de déchausser pour sortir son téléphone portable. « Allô maman, je suis arrivée !» Et Michel prend sa voiture. En 10 minutes, elle remonte la rampe d'accès du tunnel du Mont Blanc pour amener Marco au départ de l'aiguille du Midi. Et c'est parti pour un second tour. « Prévois les sandwichs pour la prochaine coup, j'ai la dalle !» Une maman comme ça, ses copains lui envient. Ce glacier rond, il en enchaîne bientôt jusqu'à 4 par jour. Il se sent tellement chez lui que ses amis ont nommé le secteur Seafrediland. Une de ses variantes favorites a été baptisée le Rocco, allusion à son homonymie avec le célèbre acteur de cinéma porno. N'empêche qu'il faut des couilles pour s'enfiler là-dedans, rigolent les autres. Tu veux dire quelque chose? Non, je me rappelle plus avoir l'épisode. Il faut dire que le livre a été écrit il y a 10 ans. Oui, c'est vrai que ça fait un peu un coup de vieux. Ça fait plus de 10 ans qu'il est sorti fin 2004, je crois. Ouais. Et là, 10 ans après, on en parlait. Et je continue sur l'année 97. Allez. Cette même année 97, une équipe de télé parisienne traîne dans la vallée pour tourner un reportage sur les anges gardiens de nos vacances.
dans le cadre de l'émission Zone Interdite. Les pompiers dans le sud de la France, les sauveteurs en mer sur les côtes basques et incontournable parmi les incontournables, le secours en montagne. Vécu in situ avec le peloton de gendarmerie de haute montagne, le PGHM de Chamonix. Un jeune journaliste, Paul Comiti, 27 ans, en charge du reportage, prospecte dans la vallée avec le souci de dépasser les traditionnels clichés. Les secouristes du PGHM l'orientent vers les deux jeunes dont on parle beaucoup dans les bars. À l'origine, il envisage de les insérer dans le sujet. Ça n'est pas tant pour leur exploit dont il n'a rien vu, mais pour leur faire endosser le rôle de bon client des secouristes. C'est Philippe Poultz, un Pyrénéen belle gueule et personnalité forte du PGHM, qui sert de fil directeur au sujet. C'est lui qui le met sur la voie des deux jeunes. On a ramassé l'un d'eux 2 fois. Ces deux jeunes-là, on les connaît bien, tu devrais les suivre. Quand ils ne sont pas occupés à nous donner du boulot, ils nous font des trucs pas ordinaires. En plein été, leurs traces intriguent souvent les sauveteurs. L'hélico s'amuse à les suivre. Paul est d'abord saisi par les mêmes interrogations qu'ils inspirent toujours au premier contact. D'abord, il voit en eux des cinglés. Mais il est vite conquis par ces deux garçons qui vont au bout de leurs rêves. Un charme juvénile, un côté beau mec, sans complexe. Ils n'ont pas froid aux yeux et le montrent. Paul pense qu'en un coup d'œil, il les a castés. Il est séduit par leur gueule. Ils ont 18 et 20 ans et un mélange d'arrogance, de naïveté qui va éclater à l'écran. Ils peuvent dire merde à tout le monde, persuadés qu'ils vont devenir célèbres en faisant des photos pour des magazines de surf. Rien d'autre n'a d'importance à leurs yeux. Au sommet de l'Aiguille du Midi, le journaliste qui n'a pas le pied montagnard réalise ce dont ils sont capables. Subjugué, Paul décide d'en faire davantage que de simples figurants dans le synopsis de son sujet. Du rôle de faire-valoir, ils accèdent sans le savoir au statut d'acteurs principaux du reportage. Une vraie camaraderie entre les deux chamoniards et ce journaliste à peine plus âgé qu'eux. Ils passeront plus de temps à faire la fête qu'à tourner des images. Tous les soirs, Philippe et Marco guident leur jeune ami reporter sur la piste des boîtes de nuit de la station. Alors cette dimension médiatique du personnage aussi de Marco, c'est quelque chose qu'il a géré avec autant de désinvolture, mais finalement ça a assez mal fonctionné. Je ne sais pas s'il a aussi bien géré ça, parce qu'il était assez maladroit de ce côté-là. Et puis, comme bien souvent, il était presque plus médiatisé après, quand ça s'est mal terminé, que malheureusement. Je pense qu'il aurait pu l'être davantage médiatisé, je ne sais pas. Je pense qu'il faisait peur aussi, il faisait peur à certains journalistes, qui voyaient peut-être une forme de surenchère. Alors dans la presse spécialisée, c'est vrai, toute cette presse un peu snowboard, un peu fun, un peu génération Quicksilver, c'est vrai que là il avait été parlait beaucoup de lui. Après la presse généraliste était un peu, on prenait le personnage avec des pincettes. Justement. Et juste, il y a un truc, c'est vrai que là on voit ces reportages, c'est vrai que les années 2000, début des années 2000, c'est la montagne qui devient très objet de consommation. On voit le reportage sur le PGHM, et c'est les années où le PGHM franchit la barre des 1000 interventions par an sur la Haute-Savoie. Alors il n'y a pas plus de morts qu'avant, mais... Il y a plus de monde. Voilà, mais pas dans les mêmes endroits, c'est beaucoup de randonnée, beaucoup l'alpinisme hivernal, du ski hors piste, mais voilà. Je continue avec la médiation. Tiens, Jacques-Marie, puisque tu es à Chamonix, va donc voir si Freddy, il fait un truc en surf. Il a descendu le versant du Nant Blanc à l'Aiguille Verte. Il y a peut-être un sujet. En raccrochant le combiné, ce qu'il vient d'entendre lui paraît hallucinant. Le Nant Blanc ? Logique, visible depuis Chamonix, cet itinéraire fait partie des grandes courses glaciaires. C'est un surfeur ? Jacques-Marie Bourget a des a priori. Il imagine ce Freddy vêtu d'un pantalon trop large, la chevelure décolorée ne s'exprimant qu'en verlan. Lui est de la vieille école, pour laquelle surf, fun et haute montagne ne sont pas franchement compatibles. Il voit tout de suite de quelle engeance il peut s'agir. Il n'empêche, celui-ci vient de descendre le Nant Blanc à l'Aiguille Verte. Une descente de 1000 mètres pour une pente moyenne de 55 degrés avec des passages à 60 degrés, des goulottes, des barres rocheuses qui viennent tout compliquer. Cette ascension compte parmi les courses les plus difficiles de la Verte. Que dire de la descente ? À l'évidence, il faut l'étoffe d'un vrai montagnard pour s'engager là-dedans et en revenir vivant. Je m'apprêtais à rencontrer un fumeur de pétards et je vais finalement découvrir un alpiniste
animé d'une véritable approche de la montagne. Le journaliste connaît bien les gens d'ici, résident secondaire et alpiniste depuis 40 ans. Il a été l'ami de Gérard de Voissou, alors jeune vice-président de la Compagnie des Guides. Il a connu et couvert les grandes épopées alpines, les coups de maison et les premières ascensions passionnantes que ce connaisseur aimait sortir de l'ombre en les rendant accessibles au grand public. Depuis le temps qu'il les fréquente, il a une vraie vision de la montagne et de ses héros, les vrais comme les faux. Descendre le Mont Blanc, ça me paraît fou. Lui qui a réalisé tant d'ascensions dans ce massif du Mont Blanc est à même de mesurer les enjeux d'une telle descente. C'est dans cet état d'esprit qu'il se rend au chalet familial de l'île des Barras. Quand je l'ai rencontré au camping, ce fut un des moments les plus ahurissants de mon existence, une expérience fantastique au sens littéral du mot. J'avais l'impression de regarder une bande dessinée vivante. Marco l'accueille en t-shirt et bermuda XXL, goguenard, les pieds nus et les cheveux multicolores. La personnalité de son hôte est si colorée que sur son carnet de notes, la comparaison tombe immédiatement. Chanteur allumé, peintre au cerveau satellisé façon Basquiat, Rimbaud des précipices. Le grand reporter est frappé par la pureté du personnage qui vient de réaliser un exploit incroyable, sans aucune arrière-pensée. Une démarche d'artiste dénuée d'arrogance, d'intérêt mercantile ou publicitaire. Il écoute son récit. On sentait que pour lui, faire du surf dans ses pentes raides, c'était comme respirer. En voyant Marco, il a l'impression de retrouver ces montagnards des années 60, des hommes libres qui n'avaient rien à vendre. Siffredi avait un sponsor pour lui fournir une planche et c'était à peu près tout. Il voit en Marco Siffredi le prototype de la génération d'aujourd'hui, libre et décomplexé, sans contrainte, avec pour seul maître le plaisir, confondu avec le bonheur. À la fin des années 90, alors, c'est peut-être aussi, ça permet de recadrer un peu l'état d'esprit dans lequel cette rencontre se déroule. C'est quand même l'époque où Marielle Gottsched dénonce publiquement les surfeurs voyous qui dévalent des pieds. Je sais que on a un peu oublié cette époque-là, mais c'était quand même quelque chose, quoi. Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est le boom du snowboard. Et puis avec cette dimension un peu interdite, un peu sale gosse, qui plaît aux jeunes, quoi. Voilà. C'était pour emmerder les vieux, voilà. Et donc lui il incarne tout ça, sauf qu'il va arriver à des trucs qui font peur. Et voilà, alors c'est marrant parce que le snowboard aujourd'hui étant un peu... On a vécu une décennie où le freestyle est arrivé dans le ski, avec maintenant ski sur des skis larges, double spatule. Des gens comme Tovek sont quasiment un peu pas ringardisés, mais aujourd'hui le snowboard est un peu en perte de vitesse parce qu'on a des skis qui permettent de faire ce qu'on faisait. Avant, seul le snowboard permettait, quoi. Ouais, c'était il y a 10 ans, il s'est passé quelque chose. Et c'est vrai que même dans la pente raide, alors c'est marrant, Tardivet qui est un des pionniers, enfin des grands de la pente raide, ben maintenant se met au snowboard, lui il fait l'inverse. Et au surf. Oui. Alors c'est quand même juste 2 mots sur ce Mont Blanc, bon, que tous les chabonnières connaissent bien, c'est mythique. La descente à ski avait marqué l'histoire du ski extrême, comme une forme d'apothéose. La descente en surf par Marco le marque aussi. Mais est-ce que ça apporte quelque chose dans une espèce de grande histoire de l'alpinisme Je pense que ça fixe plus une limite que ça n'apporte quelque chose. Parce que c'est vrai que après ce qu'a fait Siffredi aujourd'hui, après il y a eu quand même un grand vide. Hein. Il y a des belles choses qui sont faites, mais c'est un peu plus confidentiel, parce que peut-être pas avec autant d'engagement, c'est quand même une grande façon engagée, plus de 1000 mètres. Ouais, non, c'est peut-être un dernier mythe qui tombe. Alors Siffredi n'était pas le seul, c'est vrai que bon, quand le linceul est descendu aussi par Sam Leger et puis Jérôme Ruby, on est dans cette même veine. Hein. Mais eux sont guides, lui il n'est pas guide, il débarque, c'est un gamin de 20 ans. Donc c'est ça aussi qui est ahurissant. C'est sa jeunesse. Et le fait que, en dehors des descentes en surf, il n'a pas, à la différence d'un Sam Leger ou d'un Jérôme Ruby, fait d'ascension, c'est pas un alpiniste, c'est vraiment uniquement un surfeur. Non, alors il s'est mis à grimper quand même, hein, bon, parce qu'il est quand même allé 2 fois au sommet de l'Everest, je crois que c'est le seul chamoniard à l'avoir fait. Donc c'est... Puis la deuxième fois, il est allé à l'automne quasiment seul. Non, mais après, il faut quand même grimper dans le Mont Blanc, parce que il faut... tout ce qu'il a descendu, il faut le grimper, c'est pas à la portée de n'importe qui. Donc c'est vrai qu'il est devenu alpiniste, hein, par nécessité.
avant de parler de l'Everest, c'est peut-être tout à l'heure dans l'extrait de Gabi Lorraine, on évoquait la famille, le rôle de la famille est extrêmement important. Peut-être parler un tout petit peu de son frère. Oui, la famille, même, donc il y a le frère, on a parlé du grand-père, c'est vrai qu'il y a une filiation, hein, il est très ancré dans la vallée. Le grand-père travaillait à l'ancien téléphérique des Glaciers, l'ancêtre du téléphérique du Midi. Le père, là aussi, il y a une vocation contrariée, il était guide, mais bon, on a voulu qu'il soit coiffeur, donc il a eu un métier plus conventionnel, donc un peu le père a une carrière contrariée, une vocation contrariée. Son frère aîné, qui se destinait lui aussi au métier de guide, mais qui va mourir très jeune dans une avalanche du côté de la Flégère. Donc il y a un peu cet héritage familial qui porte un peu dans son bagage Marco. Et quelque part, il réalise peut-être ce que les générations avant de sa famille n'ont pas pu faire. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça que peut-être Philippe, son père, a toujours été assez admiratif et puis ne l'a pas, si tant est qu'il en avait les moyens, entravé dans sa pratique, quoi, voilà. Ouais. Et on part donc vers l'Everest. Seul le 30 mars 2001, Marco s'envole pour l'Asie. Dopé à la méthode Coué, il fait confiance au ciel. Il n'y a pas de raison qu'il ne neige pas au printemps comme chez nous, dit-il à Russell. La veille de son départ, dans la précipitation, il a appelé Jan Giesendammer, le météorologue, routeur qui oriente les grands alpinistes dans leurs expéditions au long cours, à la manière des navigateurs. Jan est toujours disponible pour donner les clés du ciel. Et puis il aime bien Marco. Il le croisait à ses débuts à la Maison de la Montagne. Il se dit que, décidément, Marco a fait bien du chemin en si peu de temps. Il croit en lui. Étant donné son intelligence, je savais qu'il allait trouver la solution, confie-t-il. L'organisation de Russell Bryce, c'est du solide. 8 Sherpas et 3 guides pour 8 membres d'expédition. Tous les moyens sont en œuvre pour qu'un individu suffisamment entraîné puisse atteindre le sommet. Reste la volonté du ciel. Le premier soir, à Tingri, Marco aperçoit la face nord de l'Everest qui se découvre. Noire, sèche, pas un pet de neige. Sur sa planche de skate, Marco passe et repasse inlassablement sur la dernière portion de route du dernier grand lieu habité avant les hautes vallées et les camps de base. Quelques longueurs de bitume au bout du monde pour tuer le temps. Les moines désœuvrés et les enfants en haillons, la morve-au-nez, regardant avec des yeux ronds ce martien sur son drôle d'engin. Bientôt, les villageois sortent une carriole et ce sont les chevaux qui tractent Marco. La face nord est sèche, mais qu'importe. Pour l'heure, il s'amuse avec les moines et initie les gamins au skate. Voilà que les vieux aussi veulent s'y mettre. Scène surréaliste que ces vieillards édentés qui se laissent griser par la vitesse sur la planche à roulettes de cet occidental aux drôles de cheveux. Marco ferait faire du surf à Maminova. C'est à peu près ça, et c'est bien représentatif du personnage, cette séquence à Tingri. C'est vrai que l'Everest au printemps, c'était quand même assez hallucinant, parce que là-bas, il neige l'été, donc pendant la mousson. Donc c'est l'automne en général qu'il faut plutôt aller faire des descentes, ou même en pleine mousson, comme ont pu faire Loretan et Troyet quand ils sont montés en 40 heures, ils sont montés au mois d'août, au cœur de la mousson. Là il a choisi d'y aller au printemps, c'était vachement audacieux, c'était un souci. Ouais, je pense que c'était plus par convenance logistique. C'est vrai que, comme tu le dis, on va de moins en moins à l'automne, parce que c'est enneigé, donc là, je pense que lui, son souci, c'était de monter au sommet. Donc il y va parce que la logistique est plus au sommet, les expéditions. Donc Russell Bryce qui monte son expédition, ça se fait au printemps. Donc déjà, le plus dur pour lui, c'est peut-être de monter au sommet. Après, du coup, peut-être que dans son esprit, c'était peut-être un repérage cette première, mais il s'avère que même si la neige est dure, il va descendre. Il va descendre par le couloir Norton, qui était la voie qu'avait fait Messner, en 78, 80, ouais. Donc c'est quand même assez sérieux, hein, c'est une pente à 45 degrés, à 8000 mètres d'altitude. Et puis, alors il y a des images qui ont été faites par un Tchèque, des images amateurs, qui sont dans le film de Bertrand d'ailleurs, où
on voit c'est très tendu, hein, il est sur une neige dure. Et puis c'est très dur parce que il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et là pour le coup il est beaucoup moins fluide, il est vraiment à l'énergie. Et notamment il y a un verrou où il passe tout en un peu en dérapage, il trouve un système de vire pour descendre, et puis il a descendu intégralement du haut jusqu'en bas l'Everest dans Nicolis. Mais c'était un pari et finalement il a réussi, c'était bien joué quoi. Et en réalité, c'est la première vraie descente de l'Everest, avec chaussage au sommet et déchaussage. Ouais, parce que même à ski, ça n'avait pas été fait. C'est le premier à avoir glissé l'Everest. Ce qui est rigolo, c'est que Jean-Marc Porte, qui a fait cette fameuse photo où on le voit partir du sommet, raconte qu'il a vraiment cru que Marco allait lui foncer dessus, parce qu'il était juste sous le sommet, puis il voit arriver Marco en surf sur une neige très dure et une vitesse pas possible. Il se dit mais il va me rentrer dedans. Et par réflexe, il fait cette photo absolument magnifique là, qui était dans le livre. Et pour l'anecdote, le lendemain, il y a le vol en biplace apparemment par rapport de Claire et Zébulon, qui est le héros de Marco. Boivin avait fait le premier vol en parapente de l'Everest en 88. Donc encore une fois, les boucles se bouclent. Un jour, Armand Comte descend tranquillement la vallée Blanche avec 2 clients. Comme d'habitude, le vieux guide leur fait la description du panorama, les grands couloirs du Tacu, les goulottes, les grands piliers. Dans le couloir Gervasouti, il croit apercevoir 2 alpinistes. À mieux y regarder, ce sont des surfeurs. La jumelle précise sa vision. Ben oui, il y a 2 gars qui descendent, marmonne Armand. Il les voit sauter la rimette sous les yeux de ses clients médusés. Armand et sa cordée poursuivent tranquillement leur promenade jusqu'au niveau du refuge du requin. Au passage des séracs, tout à coup, 2 fusées lui passent devant. « Mais c'est Armand !» s'exclame la première bombe. « Adieu, Marco !» lui répond Armand qui vient de reconnaître son ancien élève. Ce dernier s'arrête et engage la conversation. Au fil de la discussion, l'ancien instituteur comprend que les 2 gars dans le Gervasouti n'étaient autres que Marco et son copain Bertrand. Marco lui explique qu'ils étaient partis tourner des images dans le célèbre couloir. Armand ose un petit appel à la prudence, au risque de passer pour un rabat-joie. « Tu vas pas n'importe où quand même !» Marco sourit, baisse les yeux et fait mine de le rassurer. « Mais bien sûr, Armand !» L'instit n'est pas peu fier de présenter son ancien élève à ses clients. « Vous savez, c'est lui qui a descendu l'Everest. On peut s'enorgueillir d'avoir eu pour disciple quelqu'un qui finit à Normal Sup, devient ingénieur ou écrivain, mais pour Armand, la réussite de Marco est tout aussi flatteuse. L'instituteur n'y est pas pour grand-chose, modère-t-il. Mais cette attirance pour la montagne, Armand peut légitimement la revendiquer. Sans vouloir me mettre en avant, je suis peut-être à l'origine de cette passion. Quand je croise mes anciens élèves, ils ne me parlent pas des tables de multiplication ou des participes passés, mais bien des vallées blanches, des premières randonnées à l'aiguillette d'Argentière ou des parties de rugby. Signe de cette popularité nouvelle, toutes les générations de montagnards reconnaissent Marco dans la benne de l'Aiguille. Ce n'est plus lui qui va vers les anciens, mais l'inverse. Il a 20 ans. Il y a 20 ans aussi, Yves Détry était juste en dessous dans le Mallory, ski au pied, pour effectuer la première descente. Au Pérou, il y a quelques années, un peu paternaliste, il donnait des conseils à Marco et Philippe qui s'en fichaient pas mal. Désormais, il se trouve dans la benne avec le jeune Siffredi et c'est lui qui reconnaît le surfeur et se rappelle à son souvenir. Ils se regardent avec un respect réciproque, un peu de nostalgie pour Yves, l'envie d'avoir 20 ans de moins et d'être à sa place. Quelque part, il s'est dit que la génération qu'il représente suit la même trace que la sienne naguère. Ils sont dans leur trip comme nous étions dans le nôtre. Il y a ce même style d'invention et de créativité, cette même recherche de sensations. Quelque part, rien n'a évolué. Ces jeunes veulent créer des choses et ils le font comme nous on préparait des coups. Des coups, Yves n'en fait plus. Scotché par un accident, il a pris ses distances avec la pente raide. Ça lui fait plaisir de voir ce Marco au sommet de son art. Détry cogite sur sa volonté de retourner à l'Everest. Un brin de jalousie le traverse. C'est fabuleux ce qu'ils veulent faire. Retourner et aller au sommet, c'est réalisable, il n'y a pas de raison, à partir du moment où c'est blanc. Là-haut, on peut tout descendre. Éternelle devise des pionniers de la pente raide. C'est bien ce qui obsède Marco. Il pense à l'Everest. Comment sera le Hornbein? Blanc de poudre ou gris et noir de glace ou de cailloux? Qu'y a-t-il de plus légitime que d'aspirer à vivre ses rêves? Si l'imagination travaille, produit une idée, conçoit mentalement un rêve,
on éprouve naturellement la nécessité de passer à la dernière phase, celle de la concrétisation. La réussite procurera un sentiment de bonheur, d'unité parfaite entre l'esprit, le corps et le cosmos. L'aventure, telle que la conçoit Reinhold Messner, totale, comme celle que Marco veut aborder. Alors effectivement, après avoir fait Sévresse en 2001, Marco est au sommet de sa gloire. C'est l'année qu'il va encore vivre, parce que c'est sa dernière année de vie, c'est une année de consécration. Et il décide de repartir à l'Everest, cette fois à l'automne, sur le couloir Hornbein. Alors ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours sur le versant nord, sauf que quand on regarde la face nord, c'est à droite du Norton, c'est plus raide, c'est surtout caché par des barres de rochers, ce qui fait qu'on ne peut pas voir les conditions dans le couloir depuis le camp de base. Voilà, on le voit là en photo, c'est vrai qu'on ça aurait été bien de projeter. Plus grand. En plus grand, dans grand format, on va vous la montrer. Et le couloir s'appelle Hornbein parce que c'est le nom de l'alpiniste américain qui faisait partie de l'expédition de 1963 et qui ont fait la première ascension de l'arête ouest et de ce fait la première traversée de l'Everest. Ah, Bertrand de la Thière, dont on vient de parler à l'instant. Formidable, qui fait quand même plaisir. Je sais pas lire. Alors on a vu, Bertrand, on a vu quelques images du film. On vient de, Lorraine vient de lire l'extrait dans le Gervasuti, quand vous descendez le Gervasuti et que vous croisez l'ancien instituteur de Marco, Armand. Et là on parlait du Hornbein, bah tiens, tu vas peut-être justement répondre à la question que j'apprêtais à poser. Qu'est-ce qui a poussé Marco à partir au Hornbein après avoir une telle réussite au Norton? Bravo, on aime bien. Et ben, en fait, pour lui, c'était une semi-réussite, même si plein de gens auraient pu, entre guillemets, surfer sur cette gloire pendant X années, en fait. Lui, c'était son truc, c'était l'Hornbein, en fait. Il avait décidé de chausser au sommet de l'Everest et d'aller au camp de base de la façon la plus directe. Hein, et donc, mais dès son retour de la première expé, il a tout de suite dit non, moi j'ai vu à peu près comment ça fonctionne, j'ai envie de retourner. Et même il voulait, de mémoire, parce que j'ai perdu la mémoire depuis le temps, et dès l'automne, juste après, parce qu'il était au printemps la première année, dès l'automne d'après, il voulait y retourner, mais vu qu'il avait déjà bien investi, il ne peut pas y aller le premier automne en fait, l'automne 2001. Mais en 2002, c'était Calais qui voulait y retourner. C'était son truc. Enfin, en plus, il y avait la question que tu me posais après, que tu as posée Antoine, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi. Mais là, on ne sait pas, mais il a tellement, je pense que c'est peut-être la personne qui avait lu le plus de récits ou de livres. Enfin, il y avait une telle bibliothèque sur l'Hornbein que j'ai l'impression qu'il pouvait y aller les yeux fermés. Bon, voilà, l'histoire est un peu différente, mais il était vraiment très documenté là-dessus. Et c'était vraiment, c'était son truc, quoi. Pas leitmotiv compris. Si tu veux, ça me fait penser à une phrase de Nicolas Bouvier qui dit qu'un voyage, ça se passe de motifs. Je pense que chez un alpiniste ou chez quelqu'un qui pratique la pentraide, une belle ligne, des fois ça peut se passer de motifs. Je pense qu'il y avait l'esthétique, l'histoire de ce Hornbein. Tu as parlé de l'ascension, un peu épique. Hein, d'ailleurs, Hornbein n'était pas seul, hein, ils étaient deux. Et puis il y a aussi il y a une espèce de mythologie dans ce couloir Hornbein, avec, tu en as parlé aussi, cette descente extraordinaire, cet aller-retour extraordinaire de Loretan, le Suisse, enfin les deux Suisses, Loretan et Troyer, qui en un peu plus de 40 heures ont fait l'aller-retour et ils sont redescendus. Alors la légende dit qu'ils ont descendu en glissant sur leur sac à dos, sur les fesses quasiment. Donc c'est tout ça un peu, hein, je dis pas de bêtises. Si je dis il y a plein de gens qui avaient déjà essayé, donc des skieurs de pentraide, voilà. avaient beaucoup essayé, la plupart en fait avaient essayé par le couloir en fait. C'était l'objectif en fait. Et parmi ceux qui avaient essayé, il y avait notamment 3 chamonniards, qui s'étaient fixés comme objectif. 3 chamonniards qui étaient un peu des gens qui l'admiraient. Mentor, ça serait peut-être pas tout à fait juste, parce qu'ils n'ont pas vraiment fait des choses ensemble, hein, mais c'est les 3 guides, Jérôme Ruby, André Clerem, Sam Boger, et qui avaient fait une entreprise en 98, hein, je crois que c'est ça, 98, ouais, je me rappelle, j'ai vu quelques articles. Donc leur tentative avait tourné court à 8300 mètres. Pourtant, des guides de Chamonix, des gens
Après, il y a eu même Dominique Perret, le skieur suisse assez connu. Je crois que Troyer avait réessayé, ça n'a pas fait non plus. Enfin, il y a plein de gens qui avaient essayé. Même à l'époque, Chamou, il avait pris le permis. Oui, c'était l'esprit d'équipe. Benoît Chamou, si jamais ça monte, enfin, oui. Il y avait eu un accident, c'était Parmentier. Ouais, mais il a refait une tentative après sur le versant. Mais alors, ouais, voilà, c'est que c'est un peu le défi. Défi ultime. Et le fait de redescendre dans un couloir qu'on n'a pas gravi, c'est pas une erreur? C'est pas simple, ça c'est sûr. Une erreur, tous les jours, ses prédécesseurs avaient buté à la montée. Souvent, parce qu'à l'automne, il y a plein de neige, comme on a vu sur les images. Tu vois, sur la voie normale, c'est un chantier, mais dans l'Orbagne, à l'automne, c'est vraiment... Il y a plein de grands qui ont buté, donc son idée qui n'était pas bête du tout, c'était monter par l'arête, où il y a un peu moins de neige, et puis vu qu'il a tellement repéré la face, et puis quand même il avait une certaine facilité à lire les pentes en fait, donc notamment par X tournage qu'il avait fait, donc quand il voit quelque chose, il s'identifie dans la face, et donc après entre guillemets il retourne l'image et il voit à peu près où il en est, quoi. Bon, après c'est pas donné à tout le monde, hein. Moi le premier, des fois quand on se retourne et on ne sait plus trop, il faut inverser de la gauche à la droite, enfin bref. Puis là ça paraît simple en fait. Il me disait, l'épaule à gauche, après il y a un petit bout de rappel, clic-clac, après je suis dans le couloir, un petit ressaut et puis je suis en bas, quoi. Bon, voilà, ça c'est la théorie. Mais par rapport, je me répète encore, mais par rapport à ce qu'il avait fait au printemps, qui était vraiment sur de la tôle et au milieu de cailloux, l'Orbagne avec la neige qu'il y avait, je me rappelle, mais il nous avait appelé la veille avec Yann et on lui avait dit non mais avec le décalage horaire, le Népal est en avance par rapport à la France. Il nous appelle pas trop tôt parce que ça va nous réveiller, quoi, en fait, parce qu'il devait nous appeler le lendemain matin, quoi. Et puis voilà, l'histoire est un peu différente. Parce que tellement, on l'avait dit ça parce que tellement ça nous paraissait, quand tu es au sommet, tu as cette neige et que tu as cette connaissance et cette facilité avec un snowboard, tu te dis, en 2h12, il est en bas, quoi. Vu ce qu'il avait fait, voilà, après, moi je dis, c'est pas moi qui... C'est un peu comme la première fois, parce que pour lui c'était presque plus dur de monter que de descendre, enfin, c'est ça, le défi c'était presque de monter pour lui. Pas la première fois. Non, la première descente, elle est quand même... Moi je la ferai pas, ça c'est sûr. Justement, Antoine, tu peux nous rappeler ce qui s'est passé justement la deuxième fois, dans cette deuxième ascension Alors la chronologie, tu veux expliquer un peu précisément la chronologie de cet automne 2002. Alors déjà, donc c'est vrai qu'il entreprend pas mal de choses pour avoir des partenaires, pour essayer de financer. Il a beaucoup de mal parce que c'est pour les médias, les sponsors, il y a deux choses. Descendre de l'Everest, il a déjà fait. Et puis peut-être aussi le côté, les gens ont peur, une forme de surenchère. C'est pas évident d'entretenir quelque chose de quand même assez aléatoire. Et puis alors il part quand même sur ses deniers avec de briques et de broc, il arrive à boucler un budget. Alors il se passe quelque chose qui est quand même assez... un événement marquant, c'est que dans l'été, il y a quelqu'un donc Olivier Besson, qui est un guide de Megève, qui fait du ski aussi un peu de pentraide, et qui s'annonce, je crois qu'il l'a croisé dans la Belge, je raconte dans le livre, et puis qui grâce à des clients de Megève a réussi à trouver un budget, et puis il doit le rejoindre, mais ça se fait assez tard, et finalement Marco l'attend pas, s'en va, c'est ça, à peu près. Et puis Olivier Besson... Non, c'est pas qu'il... J'ai mis un petit bémol, il devait venir plus tard, Olivier. Sauf voilà, que généralement, l'acclimatation prend un certain temps, et que quand il arriverait à peu près au moment où on peut envisager une ascension. Sauf que là, ils ont été un peu trop rapides. Marco est parti plus tôt, c'est ça, même pas tant que ça, non, c'est que Olivier s'est dit, moi je suis habitué à avoir mal au crâne et je vous rejoindrai. Il fait souvent comme ça, Olivier. Donc, il arrive avec 15 jours de retard, je crois, 2 semaines. Oui, par rapport à...
Mais sauf que normalement, ils devraient être nos 4 protagonistes, pardon, devraient être dans la fin de l'acclimatation, quoi. Sauf que là, du coup, ils sont au sommet, quoi. Ils sont allés trop vite, entre guillemets, quoi. Parce que généralement, je crois qu'il est... Alors en fait, le livre, il commence là-dessus d'ailleurs, mais il faudrait que je le relise, parce que moi-même, j'ai oublié tout ça. En fait, ils ont mis Chamonix sommet moins d'un mois, en fait. Voilà. Donc généralement, on met Chamonix sommet à mois... 6-7 semaines. Surtout à l'automne, on n'est que 4, quoi, sur la montagne. Donc, Et en fait, Olivier Besson arrive au camp de base avancé le jour où ils sont au sommet. Voilà, c'est ça. Il les voit la jumelle sur l'arête nord. Alors après, on peut imaginer si Olivier avait été là, on peut imaginer plein de choses, après on pourrait écrire l'histoire. Enfin, Olivier venait avec des skis, je ne sais pas s'il aurait skié, enfin il venait avec la volonté de skier, hein, donc, et si Olivier avait été avec lui dans le Hornbein, bon, il y aurait eu une assistance si on tentait qu'il s'est passé une défaillance. Voilà. Donc Marco monte rapidement, 4 semaines pour atteindre le sommet. On voit sur les images qui sont montées dans le film, il arrive quand même fatigué au sommet, conditions dures, hyper froid, et il s'engage tout de suite dans la descente. Il monte avec Ox. Ça c'est une question quand même, un gars comme lui, pourquoi il est monté avec de l'Ox? Parce que le but c'était la descente en fait. C'est économisé. Ouais, voilà. Parce que si t'arrives, il avait vu l'année d'avant, il a vu quelques personnes sans Ox. Et donc, qui sont chamoniens d'ailleurs, et c'était vraiment... Christian Tromsdorf. Il s'était défracté, comme ça c'est vraiment son terme. Et non, moi aussi, après il me reste quelques pourcentages de valide, hein, donc non, moi je prends de l'oxygène et le but c'est que je descende, quoi, en fait. Mais là ils ont mis 14 heures de mémoire. J'ai pas relu ton livre, hein, mais... Ouais, non plus, Et 14 heures c'est long, alors que la première année ils avaient mis moins de la moitié, je crois. Ouais. Donc, 4 heures. 4 heures. Ah bah. Du camp 3 au sommet, ouais. de 8003. Donc ils avaient bien... Là ils avaient mis, Ce qui est extrêmement rapide. Et donc ils avaient vraiment fait la trace, on voit, et ils enfoncent... Il y avait beaucoup de neige, ouais. la neige jusqu'au couilles, comme je disais. Donc c'est à plus de 8000 tout le long quasiment. Hein, donc, ah oui, tout le long. 8003, ouais, c'est même bien au-dessus. Ouais. Donc il y a des gens qui ont du mal à arriver à 8000 comme tout le monde, et là c'est au-dessus encore. Donc du coup, je pense que sans eux, ça se faisait même pas, quoi, le sommet. Enfin, non, je pense pas. J'ai juste une dernière question à chacun de nous, puis après on va laisser la parole au public. J'imagine plein de questions à poser. Bertrand, pourquoi t'es pas parti avec lui, toi? Alors moi la première année, c'est presque un regret. je vais aller au service, je finissais mes études, enfin bref. Et puis, c'était un peu compliqué. Et puis en plus le printemps, moi j'y croyais pas du tout. Enfin pas du tout. Je lui avais dit, mais il y a eu chance sur 10 que ça passe pas, il n'y a pas de neige. Tout le monde nous dit, et plein de monde lui avait dit, mais le printemps c'est béton, quoi. On ira à l'automne. L'automne, autant, moi ça me motive. Et puis la veille, l'année d'avant, on était à l'automne à notre sommet, et il y avait pas mal de neige. Ouais. Et donc là, je tentais pas le pari, quoi. Bon, bien sûr, après coup, c'est facile de dire, oui, si j'étais allé, mais ça se trouve, j'aurais pas pu. Donc, et par contre, la deuxième fois, je serais bien allé, mais là, ça lui coûtait vraiment un saladier. Et là, déjà, sur ses deniers, il avait, de mémoire, ça coûtait, je sais pas, faut demander au papa, je pense qu'il va savoir, il lui a fait un joli chèque. Et donc là-dessus, mais lui, c'était son truc, quoi, voilà. On ne pouvait pas le faire décaler, parce que ses sponsors auraient pu dire, ouais, mais non, pérennise sur ton premier, et puis on nous retourne l'année d'après, quoi. Mais non, parce que l'année d'après, c'était déjà prévu d'autres choses et tout. Après, il avait le camping, il avait prévu d'autres choses l'été, enfin bref. Donc là, c'était assez calé quand même si ça paraît un peu farfelu, c'était déjà vachement... c'était étudié. Hein. Ouais, voilà. C'est vrai que... Mais bon. Et ça, il y a un contraste entre l'image renvoyée et puis à l'intérieur, ce qui se passait réellement. Voilà, ouais. C'était vraiment son truc, c'est vrai que lui, il était tellement à 120%, et quand on va à l'Everest à 80%, pour y monter, ça va, mais pour y redescendre, c'est encore un autre... Et même en plus, même si j'étais allé, franchement, c'est loin d'être sûr que je le suivais à descendre, quoi. Donc,
Voilà. Et Antoine, à 11 ans et demi après la disparition de Marco, si je comprends bien, toi qui suis quand même l'actualité de la montagne et du haut niveau depuis une bonne vingtaine d'années, tu penses que c'est quoi la trace qu'il aura laissé Marco dans cet univers de la montagne? Je pense qu'il a, il a donné envie aux jeunes alpinistes, parce qu'il était très ami avec, on le disait, pas si alpiniste, mais il a été alpiniste, il l'a montré. Et déjà, il a donné aux jeunes alpinistes un peu l'envie de faire différent, de faire autre chose, de varier les plaisirs, d'associer, de toucher un peu à tout, et puis aussi de faire neuf, quoi, de casser un peu les codes et d'être eux-mêmes aussi, parce que moi, ce qui me plaisait dans Marco, c'était le côté spontané, quoi. Il ne calculait pas, il jouait pas un rôle, voilà. Après, dire qu'il a fait des émules, je pense que ça serait... quand même, hein. Il y a pas mal de jeunes qui encore maintenant, oui, non, mais qui veulent lui ressembler, mais... non, mais même qu'il a ouvert une porte, enfin, je trouve qu'il y a pas mal de jeunes skieurs, même de maintenant, qui descendent d'eux, mais qui ont été un peu inspirés. Et puis, il y a pas mal de descentes qu'il avait fait à l'époque qui sont répétées un peu à sa façon, quoi. En allant assez vite, normalement vite, et puis et qui encore ils connaissent son histoire et tout, qui se disent oh bah tiens, si lui il a descendu comme ça, moi je peux. Ouais, je pense que c'est resté par rapport à. Ouais, il a fait sauter un petit verrou dans le genre, dans le sens où c'est vrai que avant une descente du Glaciéron c'était un peu unique, quoi. Lui il a presque un peu banalisé, enfin il a un peu rendu entre guillemets grand public ce qui dépend, qui semblait un petit peu impossible. Voilà, le Glaciéron à une époque il fallait skier quand même, c'était. Il faut toujours. Hein. Et aujourd'hui c'est tracé. Bon, Mallory pareil. Hein. C'est vrai qu'il a fait sauter un verrou à ce niveau-là, c'est sûr. Après, c'est un peu démocratisé, mais je pense que c'est pas non plus. Je reviens encore sur le fait de, je dis que c'est spontané, mais c'est pas non plus irréfléchi en fait. Mais c'est pas, il y allait pas parce qu'il y a le glace bleue, on a fait plein de fois demi-tour. C'est pas contradictoire. Voilà, donc, c'est intéressant ce que tu dis. Vous avez fait souvent demi-tour. Assez en tout cas, entre guillemets. Moi je disais spontané dans le langage, pas forcément dans la façon de faire. Mais, voilà, vous ne trichez pas. Et même au long de sa carrière, ça a évolué. Il y a des fois, on a fait des choses, on est encore plus jeune, et donc dans une petite carrière, on a regretté juste après, en fait. Ah non, ça c'est notamment avec des séracs, des choses comme ça. Non, ça c'est pas une bonne idée, quoi. Mais voilà, donc d'autres choses. Et après, je sais qu'on avait fait, il y a des saisons, on a fait 3-4 fois demi-tour, quoi. Parce que ça allait pas, quoi. Après, des fois, j'étais content de faire demi-tour. J'attendais juste qu'ils me disent « Oh, non, c'est pas bon. » J'étais l'aîné, donc... mais bon. Voilà. Et si toi, t'avais dit « On fait demi-tour », oui, non, mais si, des fois, bien sûr, c'est... voilà, des fois, c'est moi qui dis de faire demi-tour, et puis peut-être que ça l'arrangeait aussi, mais... voilà, c'était mutuel, mais... Enfin, généralement, comme c'est... il y avait quand même un niveau au-dessus du mien, donc après en manœuvre j'étais un tout petit peu plus expérimentant, donc voilà. Mais après il avait un toucher de neige que j'ai malheureusement pas, mais bon, après voilà, c'est comme ça.